Bonjour, mesdames et messieurs, juges, finalistes, invités spéciaux. Je m'appelle Lockie de Folly River Farms et voici Jolene et nous sommes ravis de pouvoir partager notre histoire avec vous. C'est tout un honneur d'avoir été sélectionné au concours des JAE. Nous sommes parmi des personnes qui ont fait beaucoup pour l'industrie et nous sommes fiers d'être ici avec vous aujourd'hui. Où en sommes-nous aujourd'hui? On s'est posé la question de nombreuses fois au cours des dernières années. Nous sommes ici. Nous sommes copropriétaires de Folly River Farms Limited. Nous sommes des parents de 3 beaux enfants, Ewan, Alistair et Adriana, et nous espérons que nous contribuons à la communauté où nous vivons et aussi dans notre industrie. Notre ferme est située dans le comté de Colchester, Nouvelle-Écosse, à 5 minutes du marché de Masstown. Vous êtes peut-être arrêté là en arrivant à la Nouvelle-Écosse. Nous avons une exploitation laitière, trayant 75 vaches et récoltons environ 350 acres de luzerne, de maïs, de blé, de fourrage. Nous louons aussi 50 acres de terre à Ocean Frozen Foods en vue de la production de carottes et nous faisons aussi du travail personnalisé pour des voisins qui sont agriculteurs. Nous avons dû investir dans l'équipement et l'infrastructure, mais nous avons aussi le rêve d'avoir plus de technologie pour remplacer les vieux systèmes si les choses se permettent. Notre terre est bien drainée, ce qui nous permet de commencer très tôt au printemps et nous avons une luzerne de très bonne qualité que nous couvrons 4 fois par année. Nous avons aussi un système de stabulation libre et nous gardons nos vaches taries dans une étable et les veaux sont logés individuellement dans des huches à l'extérieur. Et nous avons un équipement New Holland qui nous aide, surtout notre meilleur ami et le premier professionnel. Nous avons beaucoup de chance de vivre dans notre collectivité. Nous sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons de vivre et de travailler dans le domaine de l'agriculture. Nous croyons que notre industrie est très importante à la santé et au bien-être de la région de l'Atlantique et nous voulons aussi améliorer la viabilité de l'agriculture dans notre région. Et nos efforts ont été nombreux au cours des dernières années dans le domaine de l'industrie. Nous avons diverses activités. Lockie, par exemple, s'occupe du club Holstein, et ce depuis 10 ans. Et il est au comité des producteurs laitiers de la Nouvelle-Écosse. Il est aussi au conseil qui s'occupe de santé des animaux d'élevage à la province de Nouvelle-Écosse. Et aussi, il a fait beaucoup de contributions en étant entraîneur assistant à 3 équipes d'associations de hockey de West Colchester. Et aussi, par temps libre, il attache ses patins et il se prend pour un joueur de la LNH. Alors, les contributions de Joanne à l'industrie et la collectivité sont dans le développement communautaire. Alors, elle a fait une maîtrise en administration des affaires en mai et depuis, elle essaie de faire en sorte que je sois meilleure administration. Alors, dans ses temps libres, elle est bénévole au Club des 4H. Elle est au conseil consultatif des étudiants, elle fait partie d'un groupe de parents-élèves et elle organise des visites à la ferme pour les élèves, qu'ils aient 4 ans ou 94 ans. Oui, en effet, nous avons de la chance d'être entourés par toutes sortes d'activités et quelquefois, nous nous disons que nous ne sommes pas vraiment représentatifs parce que nous ne sommes pas d'un milieu d'agriculteurs typique. Alors, on va vous raconter un petit peu ce qu'il en est. Alors, imaginez, dans le comté de Antigonish, il y a un petit garçon qui était né dans une famille où il n'y avait pas d'agriculteurs. Il passait toutes ses journées à aller à bicyclette voir son pote, David, qui habitait dans une ferme où il y avait des animaux d'élevage et de la production fraisière. Et il avait 7 frères et sœurs. Et ses parents étaient très contents de le voir déplacer des vaches d'élevage, de défricher des terres. Alors, il a travaillé pour le poste à essence de ses parents et il livrait les journaux.
Mais Lottie a donc étudié au collège agricole de Nouvelle-Écosse, il a fait un programme d'études vétérinaires, et puis il a décidé qu'il ne voulait pas devenir vétérinaire. Alors il a essayé de trouver une femme qui avait un contingent, et puis essayer de faire des efforts pour qu'elle accepte de l'épouser. Et donc, j'ai rencontré ma femme, Jolène. Jolène a été au collège agricole sans savoir ce qu'elle voulait vraiment faire, parce qu'elle aimait travailler dans le domaine agricole. Elle disait qu'elle voulait... Elle pensait pas qu'elle allait trouver un mari, d'ailleurs, au collège. Elle ne pensait pas aussi que ce serait tout un défi d'être là en tant que fille de producteur laitier. Donc, quelques années après les études à l'université, nous avons un autre diplôme. Moi, j'ai mon diplôme en 2001 et j'ai passé quelque temps à travailler pour Jack et Rhonda West River Holsteins. J'ai décidé d'être gardien de troupeau, à la Folly River Farm, où je travaillais avec Henri et Jeannette SS. Et je ne savais pas à cette époque que ça allait vraiment changer ma vie. Alors, Lottie aime travailler à la ferme et il voulait avoir une ferme bien à lui un jour. Alors, on savait aussi qu'on voulait travailler en agriculture et on devait quitter la Nouvelle-Écosse pour chercher un travail. Mais les temps étaient difficiles. Il y avait l'épidémie de CB et il y avait une réduction de toutes les activités agricoles. À ce moment-là, on avait arrêté toute expansion. Alors, c'est pas facile. Donc, on a décidé de retourner à la ferme familiale de Jolène, au Cap-Breton, et de voir s'il y avait des possibilités pour nous. C'était vraiment un temps difficile parce que la famille essayait d'établir un plan pour arriver à prévoir une transition possible. Les parents envisageaient une retraite, bien méritée d'ailleurs, mais il y avait des obstacles, manque de terre, aussi, on ne pouvait pas faire d'expansion, c'était très coûteuse. Et puis, on a passé beaucoup de temps à parler à des professionnels sur la façon d'exploiter une entreprise agricole. Après avoir été au Cap-Breton pour un certain nombre d'années, nous avons eu un appel téléphonique de Henry et Janet qui voulaient nous rendre visite. Ils avaient des plans pour leur propre retraite et nous ont offert la possibilité d'acheter leur ferme. Nous avons accepté leur offre. Et c'était merveilleux de pouvoir savoir qu'un jour, on pourrait être propriétaire et ça se ferait assez rapidement. Alors, nous avons travaillé ensemble pendant 6 ans et demi et nous avons acheté la ferme au 1er janvier 2013. On pensait vraiment que c'était merveilleux d'avoir Henri et Jeannette qui croyaient que nous pourrions le faire. Ils étaient patients, ils étaient confiants et ils ont été très bienveillants au cours de ce processus de transition. Et on a donc travaillé progressivement. On a commencé à faire la tenue des comptes pendant 2 ans avant d'acheter la ferme. Cela m'a aidé à me préparer pour ce qui s'en venait. Et j'ai aussi une certaine confiance en moi. Alors, Lottie savait ce qu'il en était. Il connaissait chaque centimètre de la ferme. Et avant d'acheter, on avait fait une liste de besoins pour que nos bailleurs de fonds sachent juste où iraient les investissements pour les 5 premières années. Et nous avions aussi des périodes d'incertitude lorsqu'on essayait d'atteindre notre rêve. Il y avait des moments où on se posait des questions, mais Bruce Bishop de FAC nous a bien épaulés, et ce, dès le point de départ. Alors, les 5 premières années ont été très occupées. Nous avons acheté la ferme, nous avons travaillé très fort pour améliorer l'efficacité, diminuer les coûts. On a aussi dépensé 275 000 $ pour apporter des améliorations à la ferme. On a pensé aussi au confort des vaches, améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre. On a investi dans l'éclairage, la ventilation, la conception des stalles, les systèmes d'alimentation et de nettoyage. Et donc, on a aussi installé un système de surveillance des bovins.
Et nous avons plusieurs personnes avec qui nous avons parlé. Nous avons eu une équipe de conseillers, que ce soit de la part de la banque, des vétérinaires, de Pérénia, des fournisseurs de la région. Nous voulions vraiment faire des améliorations sans accentuer la dette. Et j'ai continué à travailler à plein temps pour qu'on ne dépende pas trop du revenu qui provenait de la ferme. Cela voulait dire que il y avait de longues heures qui étaient passées dans les étables pour Lotchi et travailler aussi avec un ouvrier qui était là à temps partiel. Mais on l'apprécie beaucoup, ses efforts. Et je sais que maintenant, nous avons un employé à plein temps, sa première fois, et je peux vous dire que nous avons hâte à prendre quelques vacances ensemble. Alors, bien que les investissements que nous avons faits étaient très exigeants, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan physique, nous étions très contents des résultats parce qu'il y a eu une réduction de la boiterie des bovins, nous avons aussi un plus grand nombre de lactations par vache, une diminution des intervalles de vélage et aussi une amélioration de la qualité du lait. Donc, la production de 35% a été donc expérimentée et on s'est rendu compte aussi qu'il fallait investir dans une plus grande cuve à lait et avoir une extension à la laiterie. Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un bon problème, n'est-ce pas, à voir. Et aussi, nous avons une consommation qu'on sait qui va en augmentant. On met l'accent sur la qualité. Nous essayerons aussi d'utiliser plus la technologie pour améliorer l'efficacité. Et vous savez, il faut tenir compte aussi des politiques globales et commerciales parce que cela pourrait affecter la pérennité de notre industrie. Pas vraiment comme si on appartenait à un groupe d'agriculteurs d'élite, parce qu'on voit d'autres personnes qui travaillent si fort pour innover, pour persévérer malgré les temps difficiles qu'a connus l'industrie. Et nous avons de la chance d'avoir la possibilité de travailler dans le domaine agricole. Alors, j'aimerais aussi parler de la reconnaissance que nous avons à l'égard de certaines personnes. J'aimerais remercier tous les immigrants hollandais. S'il n'y avait pas eu les politiques progressistes des années 50, ils n'auraient pas été là. Alors, nous aimerions remercier mon ami David, Henri, Jolène. On sait que c'est merveilleux de pouvoir vivre ce que nous vivons aujourd'hui, même si c'est très exigeant. Alors nous voulons aussi remercier nos familles, alors que ce soit la famille immédiate, la famille élargie, qui nous ont appuyés toutes ces années, parce que sinon nous n'aurons pas pu apporter une contribution positive à la collectivité. En dernier lieu, nous aimerions aussi remercier nos enfants, parce que nos enfants vivent leurs rêves et travaillent pour atteindre leurs objectifs. Alors c'est tout. Alors nous sommes très reconnaissants à l'égard de beaucoup de personnes qui nous ont aidés et qui nous ont reconnus parmi ce groupe extraordinaire d'agriculteurs d'élite. Alors merci beaucoup donc aux anciens bénévoles et merci au comité organisateur, aux juges, aux commanditaires qui nous ont donné l'occasion de pouvoir montrer notre passion et notre dévouement à l'égard de l'agriculture. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Nous avons 5 minutes. Si vous avez des questions, nous avons un microphone dans la salle. Alors, s'il vous plaît, posez vos questions si vous en avez. Je suis sûre qu'il y en a.
National. Au niveau national, je ne sais pas s'il existe un organisme de ce genre, mais je sais que chaque province a envisagé la question pour voir s'il y a un système ou un réseau. Évidemment, ça présente un défi parce que la recette magique, c'est que les gens puissent travailler ensemble. Et ce n'est pas si on réunit des étrangers qu'on ne connaît pas qu'on n'y arriverait pas. Alors, il y a une question de confiance. Et il existe aussi des sites web où on peut se présenter, mais c'est vraiment une question de lien personnel. Alors, je pense que c'est tout un défi de voir ce qui existe. Peut-être qu'on pourrait avoir un système de référence ou c'est difficile, vous savez. Another question from past President Jack Thompson. Nous avons une question de Jack Thompson, de notre président sorti. Bon, j'ai de la poussière ici, de plumes. Alors, j'ai une question pour vous. C'est une question un peu différente. Mais vous voyez ici dans la salle, nous avons toutes sortes de personnes présentes qui appartiennent à des groupes d'âge différents. Alors, je sais que lorsqu'on est un agriculteur et qu'on essaie de faire partie du groupe d'agriculteurs, quels conseils vous avez à donner? Alors, par exemple, quel avis pourrez-vous donner aux agriculteurs qui cherchent à avoir une relève? Alors, première chose, patience. Patience des deux côtés, quelqu'un qui cherche une ferme et quelqu'un qui cherche une relève. Beaucoup de patience, parce que on veut faire des choses, mais il faut aussi pouvoir se respecter les uns les autres. Il faut de la patience, de l'espoir. Alors, même si vous avez une ferme pendant 40 ans, il faut accepter le fait que quelqu'un va prendre la relève un jour. Nous avons réussi parce que moi, je savais très bien ce que je voulais dès le point de départ. Alors, il faut penser à ce que vous voulez avant tout, ce dont vous avez besoin, parce que personne d'autre peut le faire à votre place. Nous avons eu, nous, beaucoup de chance parce que ça marchait. Encore une question. David Taylor de la Colombie-Britannique pose une question. Bonjour, merci pour votre présentation. Une question. Vous savez, moi j'appuie la Proaction, c'est-à-dire une assurance de qualité pour la production laitière. Alors, est-ce que Proaction est appliquée à votre ferme? Au cours de septembre dernier, Proaction, c'est un programme de qualité dans le domaine laitier. Alors, en septembre, nous avons eu le côté traçabilité qui a été ajouté au programme. Alors, nous avons aussi la santé animale et nous sommes là où nous devons être et nous nous sentons mieux en respectant donc les normes qui existent. Donc, ça fait en sorte que nous sommes plus responsables grâce à Proaction. Ça nous permet aussi de mieux savoir ce qu'il en est. Merci. C'est tout pour les questions. Alors, merci beaucoup à Loki et à Jolene. Félicitations. Quebec. And I'm going to Bon, ensuite, c'est le couple du Québec. Alors, j'invite Véronique Bouchard et François Henfield. Bienvenue. Accueillons-les.
Êtes-vous prêts? Quelqu'un peut me donner le signal? Tout le monde a ses écouteurs? C'est bon? Donc, bonjour tout le monde, chers candidats, nos nouveaux amis, chers anciens candidats. C'est un honneur pour nous, immense honneur pour nous d'être avec vous aujourd'hui, représenter le Québec au concours des jeunes agriculteurs de l'élite aux côtés de candidats vraiment très inspirants. On aimerait remercier d'abord les personnes qui sont impliquées de près dans l'organisation de l'événement. On a été très heureusement surpris de voir que la plupart de la nourriture qui nous a été servie provient de fermes locales. On a pu rencontrer les agriculteurs, fraterniser avec eux et en apprendre beaucoup sur l'agriculture de la Colombie-Britannique. Donc, je nous présente François Enfield et Véronique Bouchard de la ferme aux Petits Oignons à Mont-Tremblant, dans les Laurentides à Mont-Tremblant. C'est de là où je viens, j'ai grandi. Sur la photo, vous voyez nos enfants, Émeric et Philomène, qui font de plus en plus partie de l'équipe à la ferme. Comme on vient pas du milieu agricole, c'est une histoire vraiment spéciale qu'on va vous raconter. On est parti de zéro et même de moins que rien, avec des dettes d'études d'environ 40 000 $ quand on a commencé. Donc, c'est une histoire très originale. Comme dans toute bonne histoire, ça commence avec une histoire d'amour. Donc, on s'est rencontrés en 2004 à l'université, étudiant en ingénierie et en agronomie. Au printemps suivant, pendant les études, comme travail d'été, on a décidé de d'environ 150 000 $, un endettement de seulement 15 000 $ parce qu'on n'était pas suivi, on ne pouvait pas investir dans le. Donc, on s'est fatigué, notre santé a commencé à se détériorer un peu. On avait des installations très rudimentaires, un sol peu fertile, en pente, et même pour habiter près de nos jardins, on a habité 2 ans dans une yourte, une tente, avec les enfants, qui étaient comme ça. C'était très difficile, donc on s'est rendu compte qu'il fallait acheter, devenir propriétaire de notre terrain. On a tenté de miser sur le morcellement d'un terrain agricole, chose qui ne s'était jamais fait avant au Québec pour ce type de production. Donc, après maintes représentations, on a confondu les sceptiques, on a réalisé le premier morcellement du genre au Québec, ce qui a ouvert la voie par la suite à d'autres agriculteurs de la relève. Malgré cette victoire, il fallait tout de même repartir de zéro, reconstruire une ferme. Donc, entre 2 saisons de production, il a fallu rebâtir des bâtiments. Donc, j'ai bûché du bois pendant un hiver pour construire les bâtiments. On a amené l'eau, l'électricité. J'ai planté des engrais verts pour préparer le terrain. Donc, on a enfin eu la réponse de la Commission de protection du territoire agricole. On a pu construire en plein hiver, en 2010-2011. Voici notre bâtiment principal qui contient des chambres froides, une boutique, une aire de travail, notre logement aussi. On a construit aussi 4 serres. On a monté un projet de financement avec la financière agricole du Québec qui nous a prêté 500 000 $. Mais ça a coûté beaucoup moins cher parce que j'ai fait les plans moi-même. J'ai supervisé la construction. Donc, on a un arrêtement très petit. Puisqu'on est parti de zéro, on a pu concevoir un plan d'aménagement pour maximiser l'efficacité du travail, l'ergonomie. Donc, Pierre Souvent nous parle un jardin d'interprétation pour les clients, des aires de jeu, des parcelles à nouveau. Le bâtiment a été construit avec un design solaire passif pour le chauffage, des matériaux locaux, des matériaux renouvelables. En 2014, on a construit un autre bâtiment écologique avec des bureaux, une salle pour les employés, des chambres froides et un garage où on entretient et on fabrique nos machineries agricoles qu'on a besoin. Donc, voici une photo aérienne de la ferme aujourd'hui. En 2016, en fait, on peut voir qu'on a agrandi les serres. On a ajouté cet été aussi qu'on ne voit pas un nouvel entrepôt à machinerie, une chaufferie pour les serres à la biomasse. On cultive maintenant 4,5 hectares seulement en champs, en légumes, avec 2000 m² de production en serre chauffée, pour un revenu total annuel de 800 000 $. Donc 100% de notre mise en marché est faite localement, dans 3 villages, dans 75 km autour de notre ferme. 90% des ventes se font directement aux consommateurs. Il y a des familles bio, un marché public, une boutique à la ferme. Le 10% restant de nos ventes, c'est des épiceries ou des restaurants locaux. Pour réaliser cette production intensive, très intensive, on a quand même, malgré la petite ferme, 6 tracteurs, 3 camions de livraison, une trentaine de machineries différentes, dont qu'on a fabriquées nous-mêmes. Parce que les machineries adaptées ne sont pas nécessairement disponibles sur le marché nord-américain. Donc, on a conçu et fabriqué des machines avec d'autres fermiers de notre communauté.
Donc, la production maraîchère aujourd'hui doit être hautement efficace. C'est une production qui est mondialisée, donc on est en compétition avec des fermes partout à travers le monde. Donc, d'un côté, on doit tenter d'offrir des aliments à faible coût pour compétitionner l'épicerie, puis d'un autre côté aussi, on doit tenter d'offrir des salaires assez alléchants pour attirer de la main-d'œuvre dans un marché du travail où on peut trouver des bons salaires avec des emplois moins exigeants. Pour y réussir, il faut absolument qu'on maîtrise la gestion technico-économique de notre ferme. C'est pourquoi on prend vraiment beaucoup de données sur notre ferme pour chacune des cultures, pour chacune des variétés, afin d'améliorer sans cesse nos méthodes de production. Évidemment, cultiver 60 légumes différents, ça demande une gestion hautement complexe. C'est pour ça que François nous a designé des outils de gestion informatisés afin de pouvoir planifier et orchestrer tous les aspects de notre production. Ces outils nous permettent entre autres de générer des calendriers d'opérations à chaque semaine de l'année et des feuilles de récolte. Un autre chiffrier nous permet aussi de gérer tous les paramètres pour chacun de nos 600 abonnés de nos paniers bio. Une alliée très précieuse dans la gestion de la ferme, c'est Ghislaine, la mère de François, qui est notre adjointe administrative. Avec elle, notre comptabilité est toujours à jour et rigoureusement ordonnée. Le père de François aussi nous aide sur la ferme. Il a participé à la construction de tous les bâtiments. Puis les parents de François ont eu leur restaurant à Mont-Tremblant pendant 31 ans. Puis il y a 8 ans, quand ils ont fermé le restaurant, disons qu'on leur a pas mal organisé leur pré-retraite. Avec les enfants qui ont commencé à travailler sur la ferme, on peut dire qu'en seulement 10 ans, on a réussi à créer une ferme familiale de 3 générations assez originale. Ce printemps, d'ailleurs, je travaillais avec ma fille Philomène dans la serre, puis je lui ai dit « Philomène, j'ai vraiment hâte que tu travailles sur la ferme. Je vais te dire un secret, je pense que tu vas être ma meilleure employée. » Puis elle m'a répondu du tac au tac « Ouais, un jour, maman, c'est toi qui vas être ma meilleure employée. » Un des ingrédients du succès de notre ferme, c'est vraiment notre formule innovatrice de panier bio. Alors qu'habituellement, les paniers bio sont des boîtes surprises pour le consommateur, nous, on a développé une formule qui est très flexible, qui permet à nos abonnés de choisir sur place leurs légumes, d'acheter des produits supplémentaires et même de s'absenter pour prendre des vacances durant l'été. Ça demande plus de temps de gestion, mais ça se voit sur la satisfaction des clients et le taux de rétention de nos abonnés. On est membre du réseau des fermiers de famille d'Équiterre qui compte environ 120 fermes. Notre ferme est celle qui a le plus gros chiffre d'affaires de paniers bio avec 600 abonnés et parmi celles qui a la saison de distribution la plus longue malgré le fait qu'on soit situé en milieu nordique. On a aussi une boutique à la ferme qui est ouverte les vendredis et samedis. On fait une vente condensée en 2 jours, ce qui nous permet d'offrir une meilleure qualité de produit et une plus grande efficacité parce qu'on a un fort achalandage et un bon taux de roulement des produits. Cette année, on a aussi ajouté un frigo libre-service qui permet à notre clientèle de venir les autres jours de la semaine et de payer eux-mêmes leurs achats dans une boîte de confiance. On vend aussi dans un marché d'été et c'est tout un marché pour nous. Alors qu'il y a 10 ans, on vendait à peine 300 $ par samedi, on a développé notre marché puis on fait désormais des ventes autour de 10 000 $ par samedi en été en seulement 4 heures. Puis on est vraiment fiers de pouvoir dire que ces ventes sont faites uniquement à partir des légumes de notre ferme sans aucune revente. Pour communiquer avec notre clientèle, on a développé plusieurs outils de communication web. On a un bulletin hebdomadaire pour nos abonnés de panier qui contient des nouvelles de la ferme, des recettes, mais aussi des trucs culinaires, des offres de produits. On a aussi une infolette qu'on diffuse à une audience plus large, on a 1500 abonnés. On a un site web qui contient une foule d'informations, mais aussi qui permet à nos personnes de s'abonner en ligne à nos paniers bio. Puis on a une page Facebook très active qui est maintenant suivie par plus de 4000 personnes. On est aussi constamment à la recherche d'innovation pour offrir des nouveaux produits à nos clients. On a développé une méthode de culture de la patate douce pour atteindre des rendements 3 fois plus élevés que ce qui se fait normalement en climat tropical. C'est une plante tropicale. Donc, on est très fiers de ça. C'est un produit vraiment très apprécié de nos clients en automne comme en hiver. On a aussi développé une méthode de culture pour le pleurote, un champignon en plein champ. Ça ne s'était jamais fait. Le pleurote est normalement cueilli sauvage ou produit dans des bâtiments en conditions aseptisées. Après 5 ans de recherche et développement, on a réussi à atteindre des rendements records avec des revenus allant jusqu'à 500 $ par mètre carré. Ici, vous me voyez avec un panache de gingembre. On a développé une méthode de culture du gingembre en serre qui nous permet d'atteindre des rendements 2 fois plus élevés qu'en climat tropical. On récolte le gingembre à un stade très jeune, ce qui en fait un produit unique. L'engouement pour notre gingembre est excellent et nous en vendons maintenant à peu près partout au Québec. Nous croyons maintenant être le plus gros producteur de gingembre au Canada.
Afin de gérer toute cette complexité en gardant une bonne qualité de vie, on a su tirer profit des dernières technologies dans notre domaine, même si on est très diversifié. Donc, nos serres sont contrôlées avec des ordinateurs gérés par InfoNuagic où on peut avoir accès à toutes les données, contrôler les serres partout dans le monde. Tous les employés ont accès au contrôle des serres. On a aussi un système d'alerte par texto ou par courriel s'il y a des choses qui brisent, on est tenu au courant. Pour maximiser aussi les rendements en serre, on a un système de plancher chauffant, ce qui est peu commun en production conventionnelle ou biologique pour que les racines soient à la bonne température. En champ aussi, on a des enrouleurs d'irrigation propulsés à l'énergie solaire. On a aussi un camion électrique pour acheminer les récoltes du champ au bâtiment. Notre savoir-faire est donc de plus en plus reconnu. On est très, très sollicité pour accueillir des groupes de visiteurs sur la ferme de partout dans le monde, donner des conférences, donner des formations. Donc, on donne environ 20 à 30 formations par année, surtout au Québec. Vous voyez ici là, des groupes qui sont venus d'Europe cet été. Donc, on est aussi très impliqué dans notre communauté. On accueille des groupes scolaires, des garderies. On organise une journée porte ouverte pour le grand public à chaque année. On donne aussi tous nos surplus à chaque semaine au comptoir alimentaire de notre région. À travers le temps, notre ferme a acquis une certaine renommée dans le milieu agricole et on est vraiment fiers d'être désormais une source d'inspiration pour la relève. On a mentoré plusieurs fermes du réseau des fermiers de famille, puis on a accueilli aussi des dizaines de stagiaires qui rêvent de partir leur entreprise. Cette renommée-là nous aide aussi à attirer des candidats qui veulent travailler chez nous. La ferme emploie aujourd'hui 8 employés à temps complet à l'année et 20 en saison. Et on est très fiers d'avoir une main-d'œuvre qui est 100% locale. L'agriculture, c'est aussi pour nous un milieu de vie où on veut avoir du plaisir. Et pour ça, ça prend des employés qui sont heureux et qui ont aussi du plaisir. Donc, même si on ne peut pas leur offrir des très gros salaires, on trouve des façons plus originales d'améliorer l'ambiance sur la ferme et leur qualité de vie. Entre autres, en offrant des cours de yoga sur place, en organisant des parties à la ferme, puis en organisant aussi des visites sur d'autres fermes inspirantes à travers la province. Nos enfants, Philomène et Émeric, font aussi des tournées de distribution de crème glacée, de limonade, de smoothies, de chocolat chaud sur la ferme auprès des employés, ce qui est toujours très apprécié. Depuis 3 ans, on fait aussi appel au service d'une conseillère en gestion de ressources humaines. Puis à travers le temps, on a développé plusieurs outils pour accueillir, intégrer, former et évaluer nos employés. Le fait d'avoir augmenté notre production puis d'avoir organisé nos ressources humaines, ça nous a permis de nous dégager plus de temps pour s'impliquer davantage dans le milieu agricole. Pour nous, notre modèle de ferme s'inscrit dans une mission plus large de développement de l'agriculture bio et familiale. François est président du syndicat local de l'UPA. Il siège à la Fédération régionale sur le comité d'aménagement. Il est aussi membre du Comité canadien d'interprétation de la norme bio et il siège à la table canadienne de l'industrie des produits bio. En plus de tout ça, il est aussi membre fondateur de l'AKP, une coopérative qui regroupe 150 producteurs bio. Il en a été le président pendant les 3 premières années et maintenant le vice-président, mais il travaille toujours autant. Pour ma part, je suis impliquée dans le réseau des fermiers de famille d'Équiterre qui compte 120 fermes à travers la province. Il y a d'ailleurs 2 semaines, j'étais en Inde pour le Congrès mondial d'agriculture bio. Puis vous devez vous demander, je suis aussi impliquée au réseau AgriConseil, puis j'enseigne la production en serre au collège Lionel Groulx. Avec tout ça, vous devez vous demander combien d'heures on doit travailler par semaine pour gérer notre entreprise et être impliqué autant. En fait, grâce à une bonne organisation du travail et de nos ressources humaines, on a réussi à mettre en place des horaires tout de même raisonnables. Rapidement, on s'est donné des objectifs de qualité de vie qui orientent nos décisions dans l'entreprise. Puisqu'on a été formés comme agronomes et ingénieurs, on s'était donné comme objectif que la ferme puisse nous donner des salaires comparables. Ce qui a déjà été atteint, puis maintenant, notre objectif, c'est d'investir dans nos fonds de retraite pour pouvoir prendre notre retraite sans avoir à vendre la ferme. Le fait d'avoir plus d'employés nous a aussi permis de prendre des vacances durant l'hiver. Puis depuis 2 ans, on a même instauré la semaine de vacances durant l'été, ce qui est assez rare sur les fermes maraîchères. Et pour nous et nos employés, ce qui nous permet aussi d'encourager la rétention de nos employés sur la ferme. Pour l'avenir de la ferme aux Petits Oignons, ce n'est pas les projets qui manquent. En fait, François est une véritable machine à projets. En voici quelques-uns seulement. On a un projet de récupération des eaux pluviales, un projet de stockage et de traitement des eaux d'irrigation. On veut aussi installer des panneaux solaires pour le chauffage de l'eau et électrifier progressivement notre flotte de tracteurs et de camions de livraison. Cet automne, on a conclu aussi une entente de location avec nos voisins, ce qui va nous permettre d'augmenter nos superficies en culture en champ. Puis on a démarré aussi la construction
d'une installation de chauffage à la biomasse qui va nous permettre de tripler nos superficies en serre. Bien, merci beaucoup pour votre attention, puis on a déjà hâte de participer aux futures éditions des jeunes agriculteurs d'élite et notamment l'édition prochaine au Manitoba. Ça va être fou! Oui! Bon, excellent. Merci beaucoup. On va accepter des questions maintenant. Steve, félicitations pour votre candidature. Sur cette échelle-là, je vous demanderai de faire un commentaire sur la façon dont vous vous occupez de l'accréditation, parce qu'il y a l'inspection, vous devez tenir compte des choses. Est-ce qu'il y a une personne qui a cette responsabilité? Comment gérez-vous le dossier accréditation? En fait, on a présenté nos outils de planification de production. En fait, ce qu'on a fait, on a toujours été certifié biologique, donc on s'est assuré que nos outils de planification soient aussi utiles pour la certification biologique, ce qui nous permet d'avoir une traçabilité du semis jusqu'à la récolte. Puis, à chaque année, à chaque fois qu'on a notre inspection d'agriculture bio, dans les commentaires, on a toujours, dans notre commentaire d'audit, excellente organisation, traçabilité facile, entreprise facile à travailler avec. Donc, pour nous, la certification bio nous apporte aucun surplus de travail parce que de toute façon, puis c'est ce que je dis aux autres producteurs bio, si vous êtes bien structuré, vous avez une bonne gestion, la certification bio, ce ne sera pas un surplus de travail. Vous allez devoir de toute façon prendre ces données-là pour la bonne gestion de votre entreprise et de votre production. Autre question? Bon, ensuite, on va passer à l'Ontario et on va inviter, accueillons Dusty Zemanek. Alors, malheureusement, je n'ai pas de photo d'enfant, alors je m'excuse. Peut-être un jour. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Dustin Zemanek et je suis fier d'être ici aujourd'hui pour représenter l'Ontario, l'agriculture ontarienne et l'opportunité d'expliquer mon procédé pour venir ici aujourd'hui. Je suis le propriétaire de Home and Go Farm et la brasserie Home Count sur la côte sud de l'Ontario. Je vais vous montrer sur le passé puis qu'est-ce qu'on a fait. Quand je parle de moi, je parle des équipes que j'ai bâties sur la ferme. Sans eux, je suis simplement pas ici. Easy Grow, c'est une entreprise familiale avec plusieurs. Moi, je suis la 4e génération dans le sud de l'Ontario, avec ce qui a commencé avec une ferme de tabac traditionnelle qui fournit des bleuets et des clients pour les fraises. Le nom de notre entreprise, c'est pas ce qu'on fait, qu'est-ce qui est facile, mais c'est comme mon grand-père Ed Zemanek, qui travaille sur la ferme familiale sur la Home Farm. Après avoir gradué de l'Université San Francisco avec en commerce, j'ai développé dans la vente de marques de commerce. J'ai fait une transition de faire une expérience et je suis parti de l'entreprise de brassicole et je suis retourné à la ferme. Alors, faire en sorte où est-ce qu'on a des avantages avec une équipe dynamique qui croit dans la mission et qui achète les créations de la gestion au Trinidad, d'avoir des gens du Mexique et du Canada à vraiment payer des dividendes. Easy Grow Farms est une ferme pour les productions de bleuets, ce que vous voyez ici, de la production de mie pour la gestion des gels, qui est généralement le dernier gel de la saison d'hiver.
J'ai dit ça avec réservation et dû à l'endroit où c'est présenté, mais nous sommes dans la production de bleuets, le plus gros producteur de bleuets, qui vend surtout à National Growers et qui sont maintenant transformés en alcool. On est complètement autosuffisant dans nos propres... le Wacky Pint, c'est une boîte, une idée folle qui on reconnaît sur les épaules et améliore la durée de vie sur les étagères. On sent qu'on reçoit des lettres et des appels des gens qui nous complimentent sur notre façon de faire. Je ne savais pas que les bleuets pouvaient goûter ainsi. C'est venu d'une J.I. Gray, un 6 ans, dans le nord de l'Ontario. Le fait qu'il y avait des personnes qui essaient de connecter avec leurs animaux me donne des espoirs pour être une personne, d'avoir les blogs des top 5 dans le pays. Bienvenue à où est-ce que je passe la plupart de noms, où est-ce que je passe la plupart de mon temps à Easy Grow et de faire l'expérience de plus de croissance sur la ferme. Comme propagateur, c'est développer le meilleur plan que je peux sur ma plante. Qu'est-ce qui m'excite pour être un propagateur et être à la base de la production, le plus compétitif que je peux faire ma production et le plus compétitif que mes clients et d'avoir un produit de qualité pour nourrir le monde. Donc, pour contester ça dans le monde, c'est la raison pour laquelle être le pionnier, c'est très bon quand ça fonctionne. L'étoile bleue, ça indique nos ventes depuis, alors c'est la progression, on veut, c'est les ventes quand je suis retourné à la ferme. Vous voyez les ventes considérables qui ont augmenté l'année que je suis retourné à la ferme. Avec quasiment 11 000 arbres plantés cette année, le Floride, alors c'est les meilleures régions, la Californie, le Mexique et le Floride. Et l'automne, les Mexicains prennent de l'expansion de leur marché hâtif et la compétitivité. Et c'est la raison pourquoi que Easy Grow arrive. C'est un plan de fraises et mature, plein de fraises qu'on offre à nos clients du Sud, qui leur permet des opportunités de produire des fraises sans effort. Le produit supérieur permet de ramasser les fraises 25 jours avant la production. Si on peut commencer nos clients compétitifs, nous restons compétitifs. Pour cette raison, plusieurs croissances dans ce produit. On avait des commandes de 300 000. Aujourd'hui, je vends plus que 3 millions de plants. Alors, j'arrête pour parler parce que c'était un moment critique dans ma carrière. Je suis retourné à la ferme, j'avais des réservations parce que je suivais les pas de mes parents exactement. Je n'ai pas parti le monde en main pour aller faire ce que mes parents y avaient fait. Et je devais avoir quelque chose qui pouvait apporter à la table qui était à nous-mêmes. Je suis impliqué. J'ai été le secrétaire pour l'Association des bleuets de l'Ontario et je représentais les bleuets à un niveau national. Juste avant, j'ai reçu un email qui voulait avoir des bleuets pour la livraison à maison, à domicile. J'ai appliqué. Je reste à Ottawa, un 25 ans, avec un table d'étranger de l'autre bord qui voulait reconnaître mon table. Est-ce que vous avez entendu parler des fraises en serre qui viennent au Canada? J'ai regardé le nom du courriel, c'était le même nom. Qui s'assoit à la table, c'était le finissant de 98. 14 jours après, je me retrouvais à Amsterdam pour avoir l'exclusivité, pour avoir des fraises hollandaises, avoir la marque de commerce exclusive que je m'appelle un de mes meilleurs amis. J'ai trouvé l'opportunité la manque de plantes de qualité. J'ai un amour pour les plants, mais aucun training agronomique. Le training agronomique aurait été bénéfique. J'ai reçu une commande de 80 000 plants pour leurs plants dans leurs nouvelles fraises. Produire un plant de fraises de qualité, je pensais qu'il pouvait être plus intelligent que les Hollandais. Ça m'a coûté plus que 120 000 parce que j'ai fait des erreurs au début et 10 fois le prix. C'était vraiment une expérience d'apprentissage. Et je suis devenu consumé par cette expérience. Cette année, j'ai reçu une combinaison de commandes, puis le faire correctement, de 525 000 plants. Et je fais face à
1 million de plants, des commandes d'1 million de plants. C'est ça qui me réveille à chaque matin. Puis c'est la partie la plus cool de ma job. Je peux trouver la production à l'intérieur de la couronne, une petite bourgeon où ce que il y a une échelle microscopique qui peut faire exactement, avec beaucoup de précision, la nutrition et la chaleur. L'implication de ceci est massive parce qu'on peut prévoir la production, l'efficacité pour la cueillette et les prévisions de vente pour nos clients. Là, ils peuvent faire de la logistique pour leurs clients et avoir une planification très précise pour leur vente et production pour les mois à venir. Pour faire grandir ces plans, je suis allé à la Crédit Agricole pour un Craver qui est de Brantford, en Ontario. À cause d'une innovation qu'on est en train de faire, FCC a choisi notre famille, une des familles, pour représenter la famille dans les conférences au travers le pays. Alors, c'est l'agent a filmé le projet. Ils nous ont donné un chèque pour donner une charité pour le camp Trillium, un camp de cancer. Notre serre est complétée. Quand on va retourner à la pince, et on va rentrer les plantes pour la dormance hivernale. On a fait plusieurs cours pour nos clients, non seulement en Hollande, au Canada, je m'excuse, essayer d'innover nos clients en Floride et au Bermudes. Ça veut aussi dire qu'on veut créer nos propres plans mer. J'ai eu accès à un serre d'Agriculture Canada où ce qu'on produit avec la culture de tissus nos plants mer. Et les plants en haut, c'est une variété espagnole, Spanina, qui sont produits pour la première fois. Offrir le produit que nos compétitions, offrir quelque chose de vraiment unique, c'est qui fait notre croissance. Aujourd'hui, FCC a augmenté leur emprunt pour les jeunes agriculteurs à 1 million de dollars. Qu'est-ce qui est vraiment unique dans le milieu? 7 acres de terre fumiguée qui est désinfectée, qui tue toutes les bactéries, tous bonnes et mauvaises, mais nécessaires pour la propagation des plantes de qualité. Dans la serre que vous voyez à l'arrière, on est maintenant capable de remplacer le besoin pour 7 acres de terrain fumigué pour avoir 7000 pieds carrés de serre. Annuellement, on fumigue 70 acres, puis ça prend 10 du terrain. On voudrait avoir 100% de fumigation dans un temps. Mais mes vies se rencontrent. Mes deux cousins et un brewmaster de brassicole ont commencé le Hometown Brew Call, une entreprise brassicole. Bienvenue à la maison. Un concept pour avoir des bières de qualité qui incorporent les plants locaux avec des ingrédients canadiens. Dans 11 mois, on a lancé 4 brands, sortes de bières différentes. Hopco, le houblon est aussi produit à la ferme. Il est disponible dans la province présentement et bientôt disponible dans toute la Canada. J'ai avec le NNH et j'ai eu plusieurs prix pour la bière. Un des prix que je suis vraiment excité, c'est pour lancer les saveurs locales, pour bénéficier avec le mouvement d'aliments locaux, pour vraiment montrer la diversité qu'on a dans la production agricole en Ontario. On avait un party de récolte avec 200 de nos amis que vous êtes tous invités l'année prochaine. C'est une célébration de notre entreprise, mais un merci pour le support par la communauté. La production agriculture, c'est élever les plantes, le poulet, les vaches, mais c'est aussi la croissance de soi-même. Quand je suis retourné à la ferme, j'ai lancé tout mon âme dans la ferme et la vie. Être un héros dans Crop Life, c'est l'opportunité m'a ouvert plusieurs conversations qu'on peut discuter par après. J'ai 3 choses qui me font croire. Mais voyager le monde, rencontrer des personnes et s'impliquer en agriculture m'a donné cette opportunité.
je vais être bientôt un professeur à une université et, et, et dans les associations de comités aviseurs pour l'agriculteur, pour les bleuets et pour les nouvelles formes de production de baies de l'Ontario. Je suis sur plusieurs comités exécutifs. Et pour voir sur Instagram des présentations à tous les vendredis. Les personnes parlent mes qualités de nos plants. La vie est vraiment ce qu'on en fait. Dans la brassicole, on fait on travaille avec les Kinsmen, on ramasse de l'argent pour des charités et on sait plus que 60 000 $ pour la recherche de certaines maladies. On a acheté la ferme de Tom et Bob a acheté la ferme. Il a été extrêmement patient avec moi. Ça a pris quelques temps pour aligner les choses. Georgette vient encore des plans et fait des hydrangers, puis m'en promet un quand je vais revenir. Je parle de ces personnes et qu'est-ce que j'essaie de faire, de construire. Mon école brassicale, Matt et Tom, mon équipe de ferme, il y a une fraction, ma mère et mon père, qui croyaient dans mes idées fous, puis qui sont ici assis avec nous. Demain, j'ai reçu ma carte à la côte de Nouvelle-Écosse et ça fera 4 ans l'année passée. J'ai hâte de voir où est-ce que je vais être en 4 ans. Et ça, c'est ce que je pense quand je dors la nuit. C'est le fait de faire des erreurs, de relever, le faire de ma façon et boire de la bière. Mes anciens, les participants, amis et juges, je suis très honoré d'être ici aujourd'hui pour représenter l'agriculture de l'Ontario. Je vais m'appeler Canadien et m'appeler un agriculteur. C'était vraiment bon, Dusty. On te remercie. Est-ce qu'il y a quelques questions? Il y a un micro en avant. Brent, c'était vraiment impressionnant, rapide. C'était beaucoup d'informations que nous vous avez envoyées, mais je veux reculer à quelque chose que vous avez dit au début, que vous l'avez dit très rapidement. Et je veux bien comprendre que vous l'avez fait de façon au niveau des blogs et des médias sociaux. Du blog, pouvez-vous expliquer à moi? Moi, je suis un idiot quand on arrive à ça. Et comment ça a été une chose positive pour la ferme et votre entreprise. Alors, utiliser les médias sociaux, ce qui est super de ça, c'est complètement gratuit. N'importe qui, qu'est-ce qui arrive dans le monde, surtout avec l'agriculture, plus que jamais, il y a eu un discours entre les producteurs et les consommateurs. Mais quand j'arrive, c'est pas correct. Et dire qu'on travaille extrêmement fort pour ce qu'on fait. Alors, j'ai rien que décidé de prendre mon téléphone et faire un selfie de moi dans un des salles quand je suis quarantaine dans la salle. C'est ça qui arrive. Quand on arrive à faire la conversation avec les bonnes personnes, c'est comment on dirige où est-ce qu'on va aller voir. C'est pas un plug pour Crédit Agricole Canada, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est vraiment quelque chose. Les médias sociaux, c'est gratuit. C'est à nous qui a et le faire correctement et professionnellement. Alors, le blogging, c'est très simple. Vous mettez en ligne, prenez une photo et mettez-vous dans le public. J'ai été ri de moi, mais moi, je ris pas maintenant. Hi, bonjour, Dusty. Est-ce que je fonctionne? Oui. Vous avez été occupé. C'était vraiment une année agréable. Les plans pour le futur. Alors, l'exemple de ce qu'on fait à Easy Grow et de regarder à Homestead en Floride, c'est pourquoi que je veux innover. C'est pas vraiment un plan de transfert, mais un plan de survie. Il y a 13 000 plans, et il y a seulement 3 000 acres à Leamington. Moi, je veux pas que notre
l'évaporation le marché de tomates. Je veux pas que la même chose arrive à la production de fraises. Alors, il faut le produire ici à mesure que la population globale. On n'a pas le choix d'innover puis de compétitionner avec ces personnes internationales. Alors, on s'assure que Easy Grow offre le meilleur variété, les plants le plus mateurs pour nos clients, pour les rendre compétitifs et nous garder relatives. Dans 4 ans, je ne veux plus utiliser la fumigation. Je veux être vraiment respecter l'environnement. Je vais continuer à faire la croissance d'une façon mature. Alors, comment avoir 2 maximum pour les couples? Est-ce qu'il y a des disponibles? J'ai des idées pour toi. On va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, Dustin, merci beaucoup. Alors, on arrive à la pause. Alors, juste avant qu'on passe à la pause, on va demander à Rick Stamp de faire une présentation très rapide. Tout le monde connaît Rick. Bienvenue tout le monde. Alors, c'est une super présentation encore cette année. Ça me fait sentir un peu vieux chaque année, mais je vous dis que cette organisation est de célébrer et on veut simplement ajouter quelque chose d'autre. Je voudrais remercier un couple qui était supporters et des visionnaires et la stabilité pour croître ce fabuleux programme. Alors, j'ai l'opportunité de parler et joindre à la famille de célébrer leur 80e anniversaire. Jack et Joan, on voudrait dire à bonne fête à la famille JAE